on n'a pas voulu mobiliser beaucoup de monde parce qu'on pense que cette campagne qu'on va lancer sur le travail est essentielle. Et c'est une campagne nationale. Et on va dire que c'est presque la première campagne de ce type qu'on lance au niveau du collectif Roosevelt, qui demandera la mobilisation de tous. Alors, pour pouvoir introduire cette campagne, pour présenter cette campagne qui sera présentée par David tout à l'heure, qui pilote l'opération, on va d'abord écouter donc Jean-Marie Perbost, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un grand compagnon du collectif Roosevelt, et qui va tracer un peu un tableau de la situation de l'emploi actuellement en France, en Europe. Et puis ensuite, on écoutera Michel, donc qui fait partie de l'atelier travail, qui nous présentera le livre qui est en préparation et donc qui devrait être publié cette année autour du travail. Et puis ensuite, eh bien, David nous présentera la campagne travail et on aura un petit débat à la fin. Tout ça en 1h30. Donc, on a du boulot. C'est bon ? Donc je laisse la parole à Jean-Marie qui va nous parler donc de la situation de l'emploi et du travail en France et en Europe. Merci, bonjour. Merci pour votre accueil à la tribune. La situation du marché du travail, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle est mauvaise, mais il y a une arnaque. Une arnaque, c'est qu'on veut faire croire qu'elle est meilleure ailleurs, et vous pouvez regarder, toutes les interventions politiques sont basées là-dessus. C'est le nœud du problème. Et c'est ce que à Roosevelt vous avez bien compris et sur lequel il faut qu'on soit fort, parce que si on ne gagne pas ce moment-là, on perd ensuite tous les autres, parce que dans la tête de nos auditeurs, même s'ils sont de bonne volonté, des gens qu'on va essayer de convaincre, ils vont se dire « Ok, votre truc de réduction du temps de travail, pourquoi pas, ou pas du tout ». Moi, ce que je vois, c'est qu'en Angleterre, il y a 5% de chômage, qu'en Allemagne, il y a 5% de chômage, donc on n'a pas besoin de votre truc qui a l'air très compliqué, qui a fracturé la France sur les 35 heures, on ne réouvre pas les plaies. Peut-être qu'avant de faire un truc utopique, on pourrait faire ce qui a déjà été fait dans les pays d'à côté. C'est un argument qui marche très fort. Il marche très très fort. La première raison, c'est parce que comme ça, si on ne fait pas très attention, ça paraît logique. Et la deuxième, c'est qu'à force de le répéter, c'est devenu quasiment non pas un argument, mais un état de fait. Donc la première chose politiquement à combattre, c'est que certains feraient mieux que nous. Ça n'est pas vrai. Simplement, il faut le montrer, parce que quand les médias, télé, presse, radio, parlent des chiffres du chômage, ils sont de bonne foi. Ils ne les manipulent pas. Ils donnent les vrais chiffres. On peut discuter d'un 0,1% sur des méthodes de statistiques, bien sûr, mais globalement, les chiffres des taux de chômage ne sont pas trafiqués. En revanche, on leur fait dire quelque chose qui est complètement faux. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, dans la presse de gauche, dans la presse de droite, dans la presse économique, vous avez sans arrêt l'expression qui revient « plein emploi chez nos voisins ». Alors, effectivement, quand on entend ça de manière répétée, avec un chômage qui est en France où le score est élevé, le chiffre du chômage est élevé, mais la réalité sociale vécue est mauvaise aussi, le plein emploi, ça fait rêver. Et ça fait pour l'instant plus rêver que ce que nous, on pourrait proposer pour y aboutir. Allons au plus près, allons à nos voisins. Sauf que cette histoire de plein emploi est évidemment une énorme arnaque et le fondement de toutes les politiques qui sont menées. C'est-à-dire qu'elles viennent de là. Ils disent quelles sont les caractéristiques des pays de nos voisins. Il y a eu, par exemple, plus de travailleurs pauvres en Allemagne, au Royaume-Uni, plus de flexibilité, etc. Ils mettent les deux à côté, voilà leur particularité, voilà leur taux de chômage, c'est donc évident que c'est ça qu'il faut faire. Et là, ça fonctionne très bien. De manière reptilienne, on se dit, oui, après tout, essayons ça. Et les arguments là, employés par le gouvernement actuel, mais par les précédents aussi, c'est exactement ça. C'est plus de flexibilité nous amènera vers 5-6% de chômage, qui serait, le problème n'est pas complètement réglé, mais ça serait déjà le Graal. On descend la courbe de 3 étages. Alors pourquoi c'est faux ? Il faut bien comprendre que c'est faux parce qu'il y a une erreur de calcul dans la façon de passer de ce score au plein emploi, on compte le nombre d'emplois. On n'en compte pas du tout l'ampleur, la taille. C'est-à-dire qu'un quart d'emploi égale un emploi. C'est quand même, on se fait arnaquer et, pour une histoire de règle de 3 foireuse quand même. C'est exactement ça. Les gars, ils coupent un citron, ils disent il y en a 2. Tour de magie absolue. Même un enfant, il dit non. Et nous, collectivement, la société dit peut-être quand même. Peut-être que si on coupe un citron en 2, il y en aura 2. Et effectivement, dans le taux de chômage, c'est compté comme 2. D'où le problème. Alors du coup, moi j'ai travaillé en particulier là-dessus, c'est de dire on va refaire le calcul. On va dire que 2 demi-citrons égale 1 citron, et puis on se met à calculer les citrons de tous ces pays-là, y compris de ceux qui sont présentés comme modèles parce qu'ils sont à 5 ou 6% de chômage. Alors quand on fait ça, ça ne marche plus du tout leur argument.
En fait, il n'y a absolument pas de pays qui fournit plus de travail à sa population active que la France. Voire même la France en fournit légèrement plus. Donc si on pourrait, ça serait une démarche assez intelligente de se dire, est-ce qu'il y a un pays qui marche pour de vrai? Et ensuite, on regarde si on est prêt à faire comme lui pour éventuellement limiter et aboutir au même résultat. Ce n'est pas parce qu'ils y sont arrivés qu'on est d'accord, mais on pourrait regarder. Le problème, c'est qu'on n'a pas sous la main de pays qui donnent plus de travail à leur population active que nous. Donc déjà, le modèle n'existe pas. Truc de départ, c'est très très important. Pourquoi c'est important dans le combat qu'on a mené? Pour nous pouvoir avancer avec d'autres idées, on va y venir, et surtout pour démonter les arguments. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils disent on fait ça, c'est pour faire comme eux. Donc en fait, pour faire pareil. Donc on ne va pas se lancer dans des lois El Khomri, dans des lois Macron, dans des lois de tous les candidats à la primaire à droite, etc. Ça n'a aucun sens. On sait exactement. Les autres pays l'ont fait et on en connaît les résultats. C'est l'avantage au moins. Parce qu'ils l'ont fait avant nous, donc on a le recul pour voir ce que ça a donné. Et qu'est-ce que ça a donné? La même quantité de travail que nous, simplement avec une incroyable quantité de temps partiel. Pour rentrer dans des petits chiffres comme ça qui le disent très bien, aucun pays de nos voisins auxquels on se compare n'a aujourd'hui moins de 25% de temps partiel. Un emploi sur 4 à temps partiel. C'est énorme. C'est un partage du travail que même la gauche du PS n'ose pas proposer. Hein. Effectivement, c'est énorme. Et quelle est la durée de ces temps partiels? En moyenne, inférieure à un mi-temps. Donc il faut être très clair, nos voisins ont mis une personne sur 4 à mi-temps. Alors effectivement, on arrive avec un taux de chômage génial. Les Pays-Bas, eux, ils ont mis une personne sur 2 à mi-temps. Ils ne sont pas embêtés, ils ont mis une personne sur 2 à mi-temps, ce qui fait qu'avant la crise, ils étaient à 3% de chômeurs, maintenant ils sont à 4,5%. Et évidemment, plein emploi. Non, pas plein emploi, puisqu'il y a une personne sur 2 à temps partiel. Alors en France, c'est plutôt une personne sur 6 à temps partiel, et en plus, c'est des temps partiels plus longs. Parce qu'il y a temps partiel et temps partiel. Faire 29 heures et faire 15 heures, c'est pas pareil sur le plan du revenu, c'est pas pareil sur le plan de la vie sociale, et quand ça concerne plein de monde, c'est pas pareil sur le plan du modèle de société. Or, que disent les derniers chiffres, la Tribune? Alors, on avait raison de dire que les journaux, il y a quand même des puces à l'oreille dont la fréquence augmente chez les journalistes. Et la Tribune récemment donnait les chiffres publics d'Eurostat, mais si on parle du temps de travail court, c'est-à-dire moins de 20 heures, il y en a 2 fois plus au Royaume-Uni et en Allemagne qu'en France. C'est-à-dire en France, il y en a 5,9%. 5,9% de l'emploi sont des temps partiels de moins de 20 heures. En Allemagne, c'est le double. C'est 12,6% et au Royaume-Uni, 12,7%. Aux Pays-Bas, c'est 21%. Donc 21% des gens qui ont un emploi font moins de 20 heures là-bas. Donc ce n'est pas des temps partiels à 31 heures. Hein. Attention. Donc voilà la réalité. Donc en fait, quand on compte comme ça, des modèles, il n'y en a pas. Tous les pays sont ne peuvent pas, n'ont pas été jusqu'ici en mesure de fournir 40 heures à temps plein pour tout le monde. Pourquoi? La raison est très simple et vous la connaissez à Roosevelt, c'est que tous ces pays-là, on se ressemble sur quelque chose, indépendamment de nos spécificités culturelles, sociales et politiques, c'est qu'on vit dans un monde qui est de la même manière technologisé. C'est-à-dire que les logiciels sont les mêmes au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Les technologies dans les usines sont les mêmes, alors avec un peu plus d'industrie en Allemagne, mais en tout cas quand on parle d'industrie, c'est à peu près les mêmes robots. On a les mêmes distributeurs, on a les mêmes réseaux, les mêmes machines, les mêmes systèmes d'organisation. La productivité, ce n'est pas que des machines, c'est aussi des systèmes d'organisation. C'est aussi le faire de travailler les gens à la place de salariés. Quand c'est vous qui remplissez votre chèque avant de le déposer, ce n'est pas quelqu'un qui travaille, c'est vous. Quand vous finissez de monter votre meuble Ikea, ce n'est pas un salarié, c'est vous, etc. Donc, pour tout un tas de raisons, la productivité s'est installée. Et alors, pour le coup, les multinationales savent très bien faire ça, ça franchit les frontières. Et donc, le niveau technologique et de productivité auquel ces pays sont exposés est le même, et donc avec le même résultat. Simplement, eux ont décidé d'organiser ou de laisser le marché organiser le fait que cette pénurie d'emploi aurait pour conséquence une personne sur 4 à mi-temps. Alors, on pourrait dire, mais pourquoi pas? Alors, le problème, c'est que ça fait quand même des gens qui gagnent leur mi-temps. Qu'est-ce qu'on n'a pas su faire? On n'a pas su faire que le niveau technologique, le niveau de productivité, le niveau d'organisation, qui est issu d'intelligence et d'avancée, de progrès, nous a donné notre vendredi. Ça fait plusieurs années que le progrès nous a donné notre vendredi. Et que les temps pleins ont refusé de le prendre, laissant du coup la pénurie de travail reposer, soit dans certains modèles, chez une personne sur 4 à temps partiel, ou chez nous, une personne sur 5 au chômage. Voilà. On nous l'a déjà donné le vendredi. Alors quand je dis le vendredi, c'est une expression, parce qu'évidemment, toute la France ne va pas travailler le jeudi, parce qu'il y a des modalités d'organisation de tout ça qui se font. Mais en termes de volume d'heures, ça fait des années qu'on a donné au temps plein 6 ou 7 heures, et qu'ils ont refusé de prendre ce week-end de 3 jours.
c'est quand même aberrant. C'était une bonne nouvelle, hein, à la base. On n'a pas des souvenirs chagrinés d'avoir qu'un jour la technologie nous donnait le dimanche. On n'a pas de souvenirs chagrinés qui nous a donné le samedi. Et là, un peu comme des idiots, collectivement, hein, on n'a pas compris qu'ils nous avaient donné le vendredi. Et donc, on organise ça vers les plus faibles, qui sont les gens les moins formés, qui sont les femmes, parce que le temps partiel, il faut être très clair, dans ces pays-là, il est largement porté par les femmes, et qui sont chez les jeunes, qui ont du mal à rentrer sur le marché du travail, qui vont de petit boulot en petit boulot, de temps partiel en temps partiel, et puis un peu chez les seniors en France de plus de 55 ans, qu'on essaie de faire partir en pré-retraite parce que le gouvernement le finance. Voilà, une des grosses raisons. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on fait? On pense que c'est une très bonne idée qu'on continue d'avoir 10, 12, 15% de gens qui ne travaillent pas. C'est insoutenable sur le plan humain, insoutenable sur le plan social, insoutenable sur le plan politique et insoutenable sur le plan économique. Parce que quand il y a autant de gens au chômage, la seule façon que le système ne se pète pas la gueule, enfin, ne se pète pas la gueule en tous les 8 ans, c'est de mettre de la dette pour patienter. Vous n'avez pas d'argent pour consommer, nous on a des produits à vous vendre, donc s'il vous plaît, donnez-leur de la dette entre-temps pour qu'ils puissent acheter nos produits. Donc la première chose, c'est que à l'origine de ça, il y a la nécessité d'une économie de dette, elle vient de là. Elle vient du fait qu'on rend solvable des gens par du crédit parce qu'ils ont perdu leur travail. Donc l'idée, c'est de dire, mais comment on fait pour passer à ça? La méthode libérale, on la connaît, on en connaît les limites. Si on veut choisir autre chose, comment est-ce qu'on passe à un temps plein plus court, mais un temps plein largement partagé? Ce n'est pas interdit au temps partiel, hein, c'est normal qu'une société, il y ait à peu près une personne sur 7, 15% de temps partiel, c'est tout à fait acceptable, c'est normal, ça correspond à des envies personnelles, ça correspond à des besoins. Bon, donc ça, c'est pas d'éradication du temps partiel, mais à faire attention que ça soit à un niveau raisonnable. C'est que la contrepartie de ça, c'est qu'en dehors du crédit, il faut aussi accompagner ces gens-là. Alors plus ou moins bien sur les systèmes, et tant mieux, plutôt pas trop mal en France. Donc tous les mois, il y a de l'argent qui tombe, qui en fait est dépensé du fait de ce niveau de chômage et du fait de cette misère sociale. Il y a aussi des gens qui sont au RSA, qui sont accompagnés, etc. Donc, tous les mois, de l'argent est distribué par la société pour essayer de tenir à bout de bras cette société complètement inégalitaire. L'idée qui est portée à Roosevelt, après les modalités on peut en discuter, il faut les affiner, etc., c'est d'utiliser cet argent-là, qui de toute façon est dépensé, pour, en réduisant le temps de travail, financer et aider le mouvement des entreprises vers les embauches. Ça se fait à coût égal. C'est-à-dire que et je pense que c'est une des forces de la façon de réfléchir à Roosevelt et dans d'autres cercles, c'est que ça se fait à coût très semblable. Au lieu de dire, on n'a pas d'activité, on finance une activité, on dit cet argent qui de toute façon va être dépensé, et heureusement, en fait, on va le financer pour plus d'activités avec des temps pleins plus courts. Donc, voilà en gros le grand cadre dans lequel on se place. Mais sur la situation de l'emploi en Europe, et je m'arrête là, vraiment comprendre que personne n'y arrive, c'est fondamental, parce que c'est le mensonge permanent. Il n'y a pas un jour où ce n'est pas dit explicitement ou pensé implicitement pour proposer les mesures. Et alors, du coup, après, ils ne débattent plus que de la force de la flexibilisation des choses, que de la force etc. Donc la gauche dit il faut le faire, mais essayons de le faire doucement, et encore. Et la droite dit faisons-le franchement et vite. Les deux sont faux. Donc surtout, on a intellectuellement, on a sans doute une arme forte. En dénonçant ça, on prend la main immédiatement sur ces choses-là. Marine Le Pen est très forte parce qu'elle les met tous dans un même camp. Je ne dis pas du tout d'imiter Marine Le Pen, mais elle les met dans un même camp. Et nous, on peut, si vous voulez, avoir ce côté-là, c'est qu'ils sont en train de se battre sur de la graduation de choses dans l'analyse fausse. Donc on peut écarter leur truc, et si on le fait avec des bons arguments, je crois que les idées en la matière peuvent percuter assez rapidement. C'est toujours bizarre de dire que ça peut percuter rapidement quand on se bat depuis pas mal de temps et qu'on a l'impression que ça avance pas tant que ça, même si il y a matière à penser que ça avance quand même. Si vous prenez le revenu de base, on a l'impression que c'est arrivé par effraction d'un coup dans le débat. Je ne sais pas si vous avez senti ça, en 10 mois, c'est plus un tabou à droite, c'est plus un tabou à gauche. Alors, ils sont pas d'accord sur le montant, certains veulent faire passer à la trappe beaucoup plus d'aide sociale, etc. Mais ce qui était un truc d'utopiste est en train de devenir un élément dont il n'est pas inélégant de discuter, et voire même, c'est plutôt assez moderne d'en parler. Il se passera la même chose sur le temps de travail dans pas longtemps, et je pense qu'on a une responsabilité forte de rendre ce temps encore plus court. Voilà.
Michel, si tu peux poursuivre. Donc, Michel, donc, qui travaille au ministère du Travail. Michel Montigné, donc bon, je suis responsable d'un service d'études en région Pays de la Loire. Hein, voilà. Et en fait, j'ai été signataire de l'appel Roosevelt 2012, et puis je n'ai pas adhéré au collectif. Par contre, je dirais que j'ai rejoint l'atelier temps de travail parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et puis j'ai voulu aussi aider le collectif. Et dont Bruno est un ami de très longue date. Voilà. Hein, donc ça a joué aussi dans ma participation au collectif. Voilà. Voilà. Donc effectivement, ce groupe sur la réduction du temps de travail a fonctionné beaucoup par téléphone pendant peut-être un an et demi. Tu en as parlé ce matin, donc voilà. Bon, beaucoup de difficultés pour effectivement arriver à se mettre en route. Hein, et puis petit à petit, il s'est construit des choses, donc notamment l'été dernier, tout un dossier donc, qui se traduit par le 8 pages qui est là, et puis des éléments complémentaires, un certain nombre de fiches qui sont sur le site du collectif Roosevelt, hein, dont notamment une fiche comparaison internationale, où j'avais repris le travail fait par Jean-Marie Perbost, et puis en actualisant les chiffres, hein, parce que j'avais fait ça sur les chiffres de 2008 pardon, pour les Verts. Et donc là, j'ai repris sur les chiffres Eurostat 2013. Les choses ont évolué, mais on est toujours effectivement dans la même configuration, c'est-à-dire que si on calcule un taux d'emploi en équivalent temps plein, hein, c'est-à-dire, comme on dit, en comptant un demi-citron pour un demi-citron, hein, donc il en faut deux pour faire un équivalent temps plein, eh bien, tous les pays européens sont peu ou prou autour de 62-63% de taux d'emploi. Hein. Et par exemple, les États-Unis sont à 59%. Hein, voilà. Donc ça, c'est effectivement un élément important de dire effectivement qu'ailleurs, ailleurs, ce n'est pas mieux. Et d'autant plus qu'effectivement, le projet de loi actuel veut engager une réforme fondamentale du droit du travail en disant il faut faire ce qui a marché ailleurs, et, il faut effectivement flexibiliser le temps de travail, et puis il faut décentraliser la négociation pour qu'en fait, dans les entreprises, on puisse négocier des baisses du coût du travail. En fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est les gens n'acceptent pas de baisse de salaire, donc il faut leur faire accepter des augmentations de temps de travail en maintenant leur salaire. Hein. Et je crois que ça, c'est un aspect fondamental derrière toute la discussion sur donner de la place au dialogue social, etc. Le but, quand même, le dialogue social, je dirais, n'était pas limité jusque-là dans la loi. Tant qu'on améliorait les dispositions légales ou des accords de branche, on pouvait négocier tout ce qu'on voulait. Là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de négocier en dessous de la norme légale ou de l'accord de branche. Donc c'est bien, si on veut ça, c'est parce qu'on est bien persuadé que l'essentiel pour sortir des difficultés, c'est de rendre les entreprises plus compétitives par les coûts. Hein. Or, effectivement, la France, c'est quand même un des pays les plus riches du monde, où la productivité est une des plus hautes du monde. Alors, on peut discuter là aussi sur les aspects statistiques, mais si on regarde les statistiques d'Eurostat, elles nous disent qu'on a un niveau de productivité qui est le plus élevé, on est au-dessus de l'Allemagne, voilà. Donc, comment imaginer, même dans une logique, je dirais, purement libérale, de dire les salaires, ils doivent être alignés par rapport à la productivité? Bah oui, on est un des pays où la productivité est la plus élevée au monde. Il est logique, effectivement, les salaires soient alignés, parce que c'est des salaires qui rémunèrent un travail, une organisation du travail, une efficacité productive qui est parmi les plus élevées. Donc ça, c'est pour moi un élément essentiel du débat. Alors, comme j'ai dit, on a voulu donc faire un 8 pages, un dossier. Là, il y a maintenant effectivement l'occasion on est un peu contraint par cette occasion, mais bon, faut en tirer parti effectivement dans le débat sur la loi El Khomri, de dire il y a d'autres solutions et il faut réintroduire, réouvrir le débat sur la réduction du temps de travail, et réintroduire des possibilités, pas une réduction générale, massive du temps de travail, comme on pourrait, je dirais, le souhaiter d'un point de vue très théorique, mais de manière beaucoup plus pragmatique, réouvrir des possibilités pour effectivement expérimenter, voir ce que ça donne. Alors ça dépendra effectivement de positions à la fois du conseil d'administration du collectif Roosevelt, et puis aussi de ce que les quelques députés
et notamment Barbara Romagnan, quelques députés avec lesquels le collectif est en relation, de ce qu'ils souhaiteront faire. Hein. Donc, voilà, hein, voilà. Donc je crois que le choix du collectif, c'est effectivement de s'investir là-dessus, mais en fonction des moyens qui sont les vôtres, et donc en essayant de faire en sorte que ça permette de rebondir sur une campagne plus large, d'intéresser aux positions du collectif Roosevelt, qui vont être développées donc, dans le cadre de la campagne. Alors, l'instrument, donc, pour aller plus loin, l'instrument qu'on veut construire pour cette campagne, dans la même logique que les livres précédents, c'est un livre autour des questions chômage, emploi, réduction du temps de travail. Le titre n'est pas encore fixé. Il faut qu'il soit fixé assez rapidement avec l'éditeur. Bon, la contrainte du stop est un petit peu gênante. Je dirais ça contraint quand même pas mal le choix. Alors, je dois vous donner un petit peu l'essentiel, je dirais, de ce livre. Bon, d'abord, il y a effectivement, comme dans tout livre, un peu un constat sur la situation. Donc là, on va revenir sur le chômage, son ampleur, les comparaisons internationales, qu'est-ce que ça signifie aussi pour les personnes, qu'est-ce qui est fait. Il y a un retour sur les politiques d'emploi, évidemment, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché depuis 40 ans. Et puis, il y a évidemment aussi la première chose à faire. Quand on dit c'est pas mieux ailleurs, bon, mais on entend aussi beaucoup la seule solution, c'est de retrouver la croissance. Bon, alors d'une part, c'est bien joli de dire ça, mais puisqu'on voit que ça fait 40 ans que la croissance est très faible, elle n'est pas nulle. Hein, le PIB a doublé en 40 ans, donc la croissance elle est autour de 1,5%. C'est à peu près ce qu'on est aujourd'hui. Donc, par quel miracle va-t-on faire plus de croissance? Bon. Et puis, si on regarde aussi sur le long terme, pendant ces 40 ans de crise, entre guillemets, ou pendant les 30 glorieuses qui ont précédé, de toute façon, dans toutes ces périodes-là, la productivité a augmenté aussi vite, voire un peu plus vite que la croissance. C'est-à-dire que pour produire plus, il ne faut pas plus de travail. Alors, si la population active augmente, parce qu'on est dans un pays où il y a quand même une démographie positive, parce qu'il y a eu l'entrée plus massive, on va dire, c'est pas l'entrée, mais enfin l'entrée plus massive des femmes sur le marché du travail, parce qu'il y a eu l'exode rural, etc. Donc effectivement, on a une population active qui a beaucoup augmenté et qui continue à augmenter. Donc si finalement il ne faut pas plus d'heures de travail pour produire beaucoup plus, à un moment donné, la seule solution, c'est bien de réduire le temps de travail de chacun face à une population active qui augmente. On peut prendre les choses dans tous les sens. De toute façon, c'est ce qui a permis, je dirais, de limiter le chômage depuis un siècle et demi. Dire aujourd'hui le mouvement va s'arrêter et on va augmenter le temps de travail, c'est une aberration. Parce que à la fois, comme j'ai dit, la croissance, il n'y en aura pas plus demain qu'aujourd'hui, pour différentes raisons qui sont liées à l'évolution technologique, qui sont liées aux nécessités de la transition écologique, qui sont liées à la nouvelle répartition, à la nouvelle distribution du travail dans le monde. Aucun pays riche aujourd'hui ne peut imaginer qu'il va retourner vers des 3-4% de taux de croissance. Le seul intérêt, je dirais, de la croissance, c'est pas de donner plus d'emplois, c'est de donner plus de moyens financiers pour financer la réduction du temps de travail. Parce que c'est massivement ce qui s'est passé dans les 30 glorieuses. Le total des heures travaillées en France n'a pas augmenté, il a plutôt diminué. Mais effectivement, on a pu, par les fruits de la croissance, payer massivement la réduction du temps de travail de tout le monde. Donc voilà, on travaillait 45-50 heures en 1945. Et puis à la fin des 30 glorieuses, on était déjà revenu vers les 40 heures. Bon, donc il y a toute une partie effectivement d'explications de ce type. On refait un retour, comme je l'ai dit, sur les politiques d'emploi, et puis on va faire évidemment un focus sur une politique d'emploi qui, objectivement, pour un certain niveau de croissance, a permis d'augmenter beaucoup plus l'emploi, qui effectivement a été la politique des 35 heures. Là, c'est un constat, je dirais, qui est assez indéniable par quelles que soient les sources statistiques que l'on prend. Alors après, la question, c'est effectivement de savoir pourquoi est-ce que cette réduction du temps de travail est devenue un sujet tabou. C'est un tabou pour la droite, c'est un tabou pour manifestement une grande partie de la gauche. Donc il faut effectivement imposer de réouvrir ce débat.
On va effectivement dans le bouquin aussi dire un peu décortiquer un petit peu les logiques, les solutions, je dirais, toutes faites qui nous sont vendues, solutions libérales, solutions xénophobes, on en a parlé, avec il n'y a qu'à fermer les frontières, il n'y a qu'à sortir de l'Union européenne, etc., etc. Et puis également, bon, je dirais des visions un peu simplistes à gauche aussi. Il suffit d'augmenter les salaires et tout marchera mieux. Bon. Alors après, la question c'est évidemment comment engager la réduction du temps de travail. Là, bon, enfin, pour nous, l'essentiel c'est de rouvrir le débat, de voir qu'il y a différentes options possibles. Il y a peu de gens qui écrivent sur le sujet, mais il y a quand même eu des propositions de gens d'alternatives économiques, d'un groupe qui s'appelle Ecolinks, qui a publié par la Fondation Jean Jaurès. Et puis il y a eu des travaux qui ont été faits par des groupes locaux du collectif Roosevelt. Hein, voilà. Je ne savais pas tout ça affiché derrière. Voilà. Et donc on ouvre les possibilités entre des mesures assez générales et puis des mesures beaucoup plus ciblées, beaucoup plus individualisées. Et je pense que c'est peut-être un élément du débat cet après-midi. Je crois qu'il doit y avoir une discussion sur comment rendre la RTT désirable. Sans doute qu'il faut effectivement multiplier les possibilités d'y entrer de manière volontaire, soit collective au niveau des entreprises, soit à un niveau individuel, à certains moments de la vie. Les questions, par exemple, Dominique Méda a beaucoup écrit là-dessus, sur la nécessité de la réduction du temps de travail pour faire progresser l'égalité professionnelle, puisque, bon, on l'a dit, le temps partiel, il est essentiellement féminin. C'est vrai dans les autres pays européens, mais c'est vrai aussi en France. En France, c'est 1/3 des femmes qui sont à temps partiel, 7% des hommes. Hein. On voit un arrêt très rapide des carrières professionnelles des femmes dès le premier enfant, etc. Donc, dire il faut absolument que on aille vers, et puis il y a l'utilisation du congé parental aussi, qui aujourd'hui favorise beaucoup l'arrêt du travail des femmes, avec une grande difficulté à revenir ensuite vers le travail. Donc effectivement, un partage par exemple du congé parental entre le père et la mère, à la fois éviterait ces ruptures professionnelles et favoriserait beaucoup l'égalité professionnelle. Bon, ça fait partie du type de sujet qu'on peut aborder. Autre type de sujet qu'on peut aborder, la question de la situation des salariés âgés. Les réformes qui ont été mises en œuvre dans le cadre du financement des retraites ou pour augmenter le taux d'emploi des seniors, elles ont effectivement décalé les départs en retraite, elles ont augmenté le taux d'emploi des seniors, mais elles ont aussi considérablement augmenté le nombre de demandeurs d'emploi seniors. Ça a plus que doublé depuis 2007. Hein. Voilà. En l'espace de 10 ans, on a plus que doublé le nombre de demandeurs d'emploi âgés. Hein. Donc, il y a d'autres choses à imaginer, notamment revenir à des systèmes de pré-retraite progressive. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui souhaiteraient effectivement travailler un peu moins dans les dernières années de la vie. Donc, bon, ça fait partie des options possibles, hein, des options à discuter, des options à mettre sur la table. Encore une fois, c'est des choix individuels. Ça peut ne pas intéresser beaucoup de gens, ça peut en intéresser d'autres. La question, c'est de pouvoir débattre de tout cela, de pouvoir remettre les choses sur la table et de pouvoir faire progresser l'idée que, effectivement, oui, finalement, on peut vivre aussi bien, on peut vivre peut-être même mieux si on a un autre regard sur le travail, sur la rémunération, sur les temps de vie, sur les rythmes de la vie. Voilà. Donc ça va être une grande partie du livre. Et puis oui, la dernière partie, évidemment, je dirais qu'elle est dans le slogan qui est là, c'est effectivement la cohérence qu'il doit y avoir entre la RTT, ça fait partie d'un choix de société, hein, où on prend en compte les limites écologiques, on prend en compte la nécessité de la transition, et donc effectivement, on ne pourra pas continuer non seulement à augmenter la production, mais augmenter, je dirais, le gaspillage, la pollution, donc une société dans laquelle on fait plus de place peut-être à d'autres activités, d'autres modes de vie sociaux,
la RTT, c'est un élément de, de ce choix de société. Voilà. Et puis il y a la question également de tout ce qui est emploi qui peut être créé par la transition, ce qu'on appelle les emplois climatiques, sur lesquels le collectif a aussi fait un petit document. Voilà. Alors, après la question, bon, comme on l'a dit, c'est effectivement comment réouvrir ce débat, comment intéresser les gens à cela. Il y a à la fois il y a la question du chômage, évidemment, il y a aussi la question des conditions de travail, des conditions d'emploi. Il y a le chômage, mais aussi la précarité, aussi les conditions de travail, parce que aujourd'hui, par exemple, dans le débat sur le CDI, là, il faut faciliter le licenciement pour faciliter l'embauche, parce que les entreprises sont traumatisées, donc elles recourent qu'à des contrats précaires. Bah, en fait, la réalité, c'est qu'avec un chômage de masse, effectivement, on peut massivement recourir à l'emploi précaire, et l'essentiel de cet emploi précaire se fait dans des conditions qui sont complètement contraires à la législation, et pour autant, il y a très peu de condamnations prud'homales, malgré tout le mal qu'on nous dit des prud'hommes aujourd'hui. Parce que effectivement, les gens sont dans une situation où ils acceptent ça parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Voilà. Donc, le chômage pèse sur les chômeurs, mais il pèse aussi sur les gens qui sont en situation précaire, il pèse aussi sur les gens qui travaillent. Et notamment, par exemple, quand on parle de durée du travail, il y a dans les enquêtes qui ont été menées, il a été montré qu'il y avait plus de 20% des gens qui faisaient des heures de travail au-delà de l'horaire normal, et la moitié ne sont pas rémunérés. Hein. Donc aujourd'hui, vous voyez, on est très loin de situations complètement normales en matière de durée du travail. La flexibilité, elle existe, elle est massivement, massivement illégale, et c'est la situation de l'emploi qui pèse lourdement sur tout ça. Donc je crois que le débat, il peut intéresser beaucoup de gens, à condition effectivement qu'on sache l'aborder à partir des préoccupations des gens, et pas à partir d'une vision théorique qui est de dire si on mettait tout le monde à 30 heures, et ben on éliminerait le chômage. Ah non, ça ne peut pas marcher comme ça. Voilà.